Le bruit d'un tissu qui se déchire transperçait le silence comme une lame. Maya Thompson se tenait au centre de la taverne de Murphy, son dos nu exposé sous les lumières jaunes crues. Le tatouage Delta Force gravé sur sa peau, interrompant chaque respiration dans la pièce. Le couteau de Rex Morrison brillait dans sa main tremblante, son visage se tordant, passant de l'arrogance à quelque chose de complètement différent. La peur. L'air était lourd de tension. 30 paires d'yeux rivés sur la femme noire qui venait de briser leur conception du pouvoir. Mais pour comprendre pourquoi un seul tatouage pouvait figer un bar entier rempli de voyous endurcis, il faut remonter 6 mois en arrière, au moment où Maya franchit ses portes pour la première fois, porteuse de secrets qui allaient tout changer. Maya Thompson essuya un autre verre avec une précision méthodique. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés comme ceux d'un sniper nettoyant son fusil. Toutes les 30 secondes, son regard balayait la pièce. Les sorties d'abord, puis les mains, puis les visages. Une habitude gravée dans la mémoire musculaire par des années passées dans des endroits où la vigilance était synonyme de survie. À 34 ans, elle mesurait 1,68 mètres et sa silhouette élancée laissait penser à la plupart des gens qu'elle était fragile. Il ne remarquait jamais comment elle se tenait dos au mur, ni comment ses doigts trouvaient instinctivement le point d'équilibre de chaque objet qu'elle touchait. Murphy O'Brien l'observait de derrière la caisse, discernant dans son silence quelque chose que les civils ne pouvaient jamais discerner. Ce vétéran du Vietnam de 65 ans l'avait embauché sans poser de questions 6 mois plus tôt, comprenant que certaines histoires étaient écrites avec des cicatrices plutôt qu'avec des mots. La taverne de Murphy n'avait rien d'extraordinaire. Tabouret en cuir usé, table en bois rayé et un jukebox qui jouait les mêmes 20 chansons en boucle. Mais pour Maya, la petite pièce au-dessus du bar était devenue sa forteresse. Sa cachette face à un monde qui ne savait que faire des guerriers brisés. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut à 3h17. Le poids fantomatique de sa carabine M4 lui appuyait sur l'épaule, l'odeur âcre du métal brûlé lui emplissait les narines. À ces moments-là, sa main se tendait vers l'endroit où reposait la bretelle de son fusil, ne trouvant que les tissus saillants de vieilles blessures. Elle avait appris à étouffer ses cris dans l'oreiller, à synchroniser sa respiration avec le bruit lointain de la circulation, jusqu'à ce que le désert revienne à la réalité suburbaine. La chaleur de l'été pesait sur les vitres de la taverne, mais Maya portait des manches longues à chaque service, le tissu masquant l'histoire écrite sur sa peau. Les clients apprirent vite qu'elle communiquait par hochement de tête et gestes, servant les boissons avec une économie de mouvement qui témoignait de discipline plutôt que d'inamabilité. Lorsqu'elle coupait des citrons verts pour la clientèle du soir, les habitués s'interrompaient au milieu de la conversation, observant comment elle tenait le couteau. Non pas comme une barmaid, mais comme quelqu'un qui aurait utilisé des lames à des fins qu'il ne voulait pas imaginer. « Cette fille a des fantômes », avait dit un jour Murphy à sa femme. Et elle avait hoché la tête, comprenant que certains fantômes portaient des uniformes et des plaques d'identité. Tous les vendredis à 20h, le grondement des Harley-Davidson faisait trembler les vitres de la taverne, et Maya assistait à la transformation. Les conversations s'éteignaient en plein milieu d'une phrase. Des couples se souvenaient soudain de rendez-vous urgents, et même les clients les plus ivres saoulaient suffisamment pour régler leurs factures et partir. Le Steel Walls Motorcycle Club, tenu le vendredi soir chez Murphy, l'était depuis 3 ans, depuis que Rex Morrison avait décidé que le bar du vieux paierait pour une protection qu'il n'avait jamais demandée. Murphy comptait $500 en billets de 20 usés, les plaçant dans une enveloppe qu'il tenait prête comme un diabétique garde son insuline. Maya observait ce rituel derrière le bar, la mâchoire serrée mais les mains fermes, ayant appris que survivre signifiait parfois choisir les combats à ne pas mener. La semaine dernière,
Cette détermination avait été mise à rude épreuve lorsque Rex avait traîné Jimmy Shen hors de son magasin d'électronique, 2 pâtés de maison plus loin, illustrant ainsi ce qui se passe lorsque les paiements de protection sont insuffisants. Maya sortait les poubelles lorsqu'elle entendit les cris, vit la botte de Rex heurter les côtes de Jimmy à plusieurs reprises, tandis que son équipe riait et filmait la scène avec ses téléphones. Son corps s'était crispé comme un ressort, sa mémoire musculaire lui criant d'intervenir, mais elle s'était forcée à détourner le regard pour se rappeler pourquoi elle ne pouvait se permettre d'être remarquée. La culpabilité de ce moment s'était profondément ancrée, une nouvelle cicatrice à ajouter à sa collection. Ce soir-là, elle s'était penchée pour ramasser un tesson de bouteille, et son col avait bougé juste assez pour révéler la cicatrice plissée le long de sa mâchoire, un souvenir de Kandahar qui restait habituellement caché sous une coiffure soignée. Le bruit des motos se rapprochait, et Maya sentait la tension familière dans sa poitrine, l'hypervigilance qui l'avait maintenue en vie en Afghanistan, faire trembler ses mains tandis qu'elle rangeait les bouteilles derrière le bar. Les doigts burinés de Murphy tremblaient tandis qu'il préparait l'enveloppe, et leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la pièce. 2 soldats de guerre différentes se reconnaissaient mutuellement le même poids sur les épaules. Quelque chose était différent ce soir, même si Mia ne pouvait pas encore le nommer. L'air avait un goût métallique, comme du sang ou des munitions, et son instinct lançait des avertissements qu'elle avait appris à ne jamais ignorer. Ce qui allait se passer ensuite allait briser 6 mois d'invisibilité soigneusement construite. Mais Maya l'ignorait encore. Tout ce qu'elle savait, c'est que ses mains avaient cessé de trembler, et cela lui semblait très dangereux. 8 Harley-Davidson vrombirent sur le parking tel un tonnerre mécanique, leur peau chromée crachant leur défiance envers la nuit paisible de la banlieue. Rex Morrison descendit le premier, 1,85 mètres de haine sculptée, enveloppé de cuir et de dénime, les bras couverts de tatouages qui racontaient des histoires de violence méritées plutôt qu'ancrées. Il ouvrit la porte de la taverne d'un coup de pied assez fort pour en fendre le bois, savourant la mort des conversations et le regard baissé pour observer les surfaces soudain fascinantes des boissons. Derrière lui, Tommy Bulldog Martinez et 4 autres loups d'acier formaient un mur d'intimidation. Leur présence transformait le bar cosy en cage. Les articulations cicatrisées de Rex craquèrent lorsqu'il les contracta, un bruit semblable à celui d'os brisés qui fit tressaillir Murphy à l'autre bout de la pièce. « Tiens, Murphy !» La voix de Rex exprimait la cruauté désinvolte propre à celui qui n'assume jamais ses conséquences. Il attrapa une chaise et la renversa en arrière, s'asseyant dessus comme sur un trône, tandis que son regard balayait la pièce avec une satisfaction prédatrice. « Les affaires s'annoncent bien ce soir. Vraiment bien. Ce qui veut dire que tu m'as caché des choses, mon vieux. » Les mains de Murphy tremblaient tandis qu'il poussait l'enveloppe sur le bar. 500 $, autant dire une somme colossale. C'est tout ce dont nous étions convenus, Rex. Comme toujours. Mais Rex ne s'intéressait pas aux accords ce soir. Il s'intéressait au pouvoir, au doux goût de peur qui imprégnait chaque interaction. Les accords changent, Murphy. L'économie est dure. Mes gars ont besoin de plus. 800 $ par mois à partir de maintenant. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un nœud coulant autour de la gorge de Murphy. Rex, s'il te plaît. Je n'ai pas les moyens. La gifle fut rapide, la paume ouverte de Rex heurtant la joue de Murphy si violemment que la tête du vieil homme bascula brusquement. Tommy rit, un bruit de grincement d'engrenage, tandis que les autres motards se répandaient dans le bar comme une infection, renversant délibérément les boissons et marchant sur les serviettes tombées avec leurs bottes boueuses. Rex prit une bière pleine sur une table voisine et la versa lentement par terre, sans quitter Murphy des yeux. « Nettoie ça, dit-il. » Mais son regard avait croisé Maya,
qui s'était avancé avec une serviette de bar. « Eh bien, bonjour. Je ne savais pas que Murphy avait des animaux. » Maya se déplaçait avec une précision minutieuse, s'agenouillant pour éponger la bière renversée tout en se positionnant entre Rex et Murphy. Ses mouvements étaient trop fluides, trop calculés, et Rex le remarqua. « Comment t'appelles-tu, ma fille ?» L'insulte raciste qu'il avait failli prononcer restait muette, mais présente, empoisonnant l'air entre eux. Maya ne répondit pas, continuant simplement à nettoyer. Mais son silence n'était pas de la soumission. C'était de la stratégie. La botte de Rex appuyait sur sa main, la clouant au sol. « Je t'ai posé une question. Tu es sourde et muette à la fois ?» Pourtant, Maya ne dit rien, bien que les tendons de son cou soient saillants comme des câbles sous tension. Murphy essaya de se lever, du sang coulant de sa lèvre fendue. « Elle s'appelle Maya. Elle travaille ici, Rex. Laisse-la en dehors de ça. » Qu'est-ce qui rend une personne ayant reçu une formation militaire d'élite si dangereuse? Sa capacité à attendre, à endurer, à choisir le moment idéal pour frapper. Mais Rex Morrison n'avait jamais affronté un vrai guerrier. Seuls les civils trop effrayés pour riposter. Maya. Rex roula le nom dans sa bouche comme un whisky bon marché. Un joli nom pour le noir de Murphy. L'insulte atterrit comme une grenade, mais la seule réaction de Maya fut un léger serrement de mâchoire. Elle se leva lentement, serviette à la main, et croisa le regard de Rex avec une immobilité qui fit tressaillir Tommy, mal à l'aise. « Oh, celui-là a du cran », sourit Rex, montrant des dents comme des pierres tombales brisées. « J'aime bien. C'est plus amusant quand elle se casse. » Il poussa de nouveau Murphy, plus fort cette fois, en voyant le vieil homme s'écraser contre les étagères derrière le bar. Le verre se brisa, le whisky se mêla au sang sur le sol, et quelque chose changea dans la posture de Mia. Subtil, mais définitif, comme une sécurité qu'on désactive. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Sa voix tranchait le chaos avec une précision militaire. Chaque mot était mesuré et contrôlé. Le bar tout entier se figea. Le visage de Rex passa par une série d'expressions. Surprise, amusement, puis rage. « Est-ce que tu viens de... Est-ce que ça vient de me dire comment gérer mon entreprise ?» Tommy et les autres formèrent un cercle plus serré, leurs mains dérivant vers des armes dissimulées. Maya ne bougea pas, ne sia pas, soutint simplement le regard de Rex avec le genre de calme qui vient d'affronter la mort et de la trouver insuffisante. « J'ai dit », Rex se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Sais-tu qui je suis ?» Ce qui se passa ensuite transformerait la taverne de Murphy d'un bar de banlieue endormi en un champ de bataille où la vraie force ne se mesurait pas en muscles ou en nombre, mais dans le courage de se tenir debout quand tout le monde s'agenouille. Rex Morrison chargea comme un taureau. 220 livres de rage dirigés vers la femme noire qui osait défier son autorité. Mia fit un pas de côté à la dernière microseconde, utilisant son élan pour l'envoyer s'écraser sur une table qui explosa en éclats. Les autres motards se précipitèrent, mais s'arrêtèrent lorsque Mia attrapa un tesson de bouteille, le tenant avec la poigne experte de quelqu'un qui avait manié des armes plus redoutables dans des endroits plus sombres. « Recule », ordonna-t-elle, et quelque chose dans sa voix, cette autorité profonde, fit hésiter même Tommy. Rex se releva précipitamment, le visage violacé d'humiliation, et se jeta à nouveau. Cette fois, Maya n'esquiva pas. Elle le heurta de plein fouet, sa petite carrure absorbant tant bien que mal l'impact, redirigeant sa force avec des techniques qui n'avaient rien à voir avec un combat de rue. Son coude heurta son plexus solaire. Son genou s'enfonça dans le nerf de ses cuisses.
Soudain, l'homme halta, déséquilibré, confus. Les mains du petit Rex trouvèrent prise sur la chemise de Maya, ses doigts s'enfonçant dans le tissu tandis qu'il luttait. Maya se tordit, essayant de se libérer, mais la poigne de Rex était de fer. Un bruit de coton déchiré fendit l'air comme un coup de feu. Le temps ralentit tandis que la chemise de Mia cédait, révélant la toile de son dos à la lumière crue de la taverne. Le tatouage s'étalait sur sa peau sombre comme une déclaration de guerre. L'insigne distinctif de la Delta Force, avec son épée et ses 3 éclairs, était entouré d'images militaires complexes. En dessous, en lettres austères, Sergent Maya Thompson, récipiendaire de la Purple Hat, Opération Enduring Freedom, 2019 à 2022. 2 plaques d'identité détaillées étaient tatouées à la base, avec « Jamais oublié » gravé en dessous. L'œuvre, magnifique et terrible, était un tatouage militaire professionnel qui racontait une histoire de service, de sacrifice et de survie. Le bar se tut. 30 personnes retinrent leur souffle, assimilant ce qu'elles voyaient. Même le jukebox semblait marquer une pause entre les chansons, comme pour rendre hommage. Les mains de Rex retombèrent, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson pêché. Tommy Bulldog Martinez, qui avait effectué 2 missions en Irak avant de sombrer dans le crime, reconnut immédiatement l'insigne. Son visage pâlit sous sa barbe. « Putain !» murmura quelqu'un. « C'est Delta !» Les mots parcoururent la foule comme de l'électricité. Delta Force, l'unité d'opération spéciale la plus prestigieuse de l'armée. Des guerriers tellement confidentiels que la plupart de leurs missions ne seraient jamais connues. Et pas n'importe quel opérateur Delta, mais une Purple Hat. Elle avait versé son sang pour son pays, et la voilà, servant des boissons dans une taverne délabrée. Mais Rex Morrison avait bâti sa réputation sur sa capacité à ne jamais reculer, et son orgueil l'empêchait d'assimiler ce qu'il voyait. Sa confusion se transforma en quelque chose de plus horrible. Une moquerie née de la peur. « Oh, c'est riche !» ricana-t-il, la voix légèrement brisée. Murphy s'est trouvé un soldat de plomb cassé. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Tu entends encore les bombes dans ta tête ?» Il tournait autour d'elle comme une hyène testant une proie blessée. « Cœur violet, hein ? Ça veut dire que tu as été blessé. Que tu as échoué. » Maya se tenait immobile, le dos nu et droit, les mains libres à ses côtés, mais sa respiration avait changé. Elle était devenue superficielle et rapide. Combien de membres de ton équipe sont rentrés chez eux dans des cartons parce que tu n'étais pas assez bon? Insista Rex, sentant une faiblesse. Vois-tu leur visage quand tu fermes les yeux? Leurs familles savent-elles que tu te caches dans ce trou? Au lieu de savoir combien de fois le cœur d'un guerrier peut se briser avant de devenir incassable? Maya se posait cette question chaque nuit depuis 2 ans. Et maintenant, elle avait enfin sa réponse. Le flashback frappa comme un engin explosif improvisé. Soudain, violent, indéniable. Elle était de retour dans la province de Kandahar, le goût de la poussière et de la cordite lui emplissant la bouche. L'explosion avait retourné leur MRAP comme un jouet, et le spécialiste William Surley, la jambe arrachée au-dessous du genou. Elle le traîna à couvert sous les tirs, l'épaule en feu, là où les éclats trouaient son armure. « Reste avec moi, Williams. Reste avec moi. » Mais il y avait trop de blessés, pas assez de bras, et l'évacuation sanitaire essuyait les tirs. Elle avait fait des choix cette nuit-là, décidé qui sauver en premier, et ces choix la suivaient jusque chez elle comme des fantômes. Ses mains tremblaient maintenant. Ce tremblement familier qui signifiait que son syndrome de stress post-traumatique gagnait. Rex le vit et sourit,
pensant avoir trouvé son point de rupture. Ça y est, grogna Rex. La folie transparaissait. Qu'est-ce que tu vas faire, héros? Pleurer? Fuir comme tu as fui? Mais Maya ne courait pas. Elle se transformait. Les tremblements cessèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé, remplacés par autre chose. Un silence qui précédait la violence comme l'éclair précédait le tonnerre. Tu ne sais rien du sacrifice, dit-elle, sa voix portant le poids de chaque cercueil drapé de drapeaux qu'elle avait salué. Tu ne sais rien du poids de la vie des autres entre tes mains, des choix impossibles dans des situations impossibles. Elle se tourna vers lui, sans se cacher, sans honte. Tu veux savoir ce que signifie ce tatouage? Il signifie que je suis allé en enfer et que je suis revenu. Cela signifie que j'ai payé un prix inimaginable pour des libertés que tu ne mérites pas. La foule s'agita, la compréhension naissant comme le lever du soleil après la nuit la plus longue. Murphy se redressa, le sang encore sur le menton, mais la fierté dans les yeux. Ça suffit, Rex. Un homme plus âgé dans un coin prit la parole. Il s'avéra que c'était un vétéran des marines de la tempête du désert. Tu parles à un sacré héros. D'autres ont trouvé leur voie, leur courage. Elle a servi notre pays pendant que tu vendais de la méthamphétamine à des adolescents, ajouta une femme. Tommy Bulldog parut mal à l'aise, déplaçant son poids tandis que sa vision du monde s'effondrait. Mais la rage de Rex n'avait d'autre issue que de se manifester. Il porta la main à sa ceinture, et soudain, il eut un couteau dans le poing. 15 centimètres d'acier dentelé qui avait déjà mis fin à des disputes. Je m'en fiche complètement de l'uniforme qu'elle portait, grogna-t-il. Ici, je suis la seule autorité qui compte. Que se passe-t-il quand une rage inébranlable rencontre un courage inébranlable? La taverne de Murphy était sur le point de le découvrir. Le couteau fonça vers la gorge de Mia, mais ses mains s'empressèrent d'agir. Une mémoire musculaire forgée en secondes de vie ou de mort, à l'autre bout du monde. Elle dévia le poignet de Rex avec son avant-bras gauche tandis que sa main droite se faufilait, trouvant le point de pression qui lui fit spasmer les doigts. Le couteau s'écrasa au sol tandis que Maya poursuivait le mouvement, utilisant l'élan de Rex pour le faire basculer par-dessus sa hanche, une projection classique qui aurait fait la fierté de son professeur de combat. Rex heurta le sol avec une force telle qu'il en vidait ses poumons. Et avant qu'il ne puisse se reprendre, Maya le tenait en étau. Non pas l'étranglement brutal qu'il méritait, mais la retenue mesurée d'un professionnel. « Je ne veux blesser personne, » dit-elle, son genou appuyant suffisamment sur sa colonne vertébrale pour l'immobiliser. « Mais je protégerai ceux qui me sont chers. » C'est ce que font les soldats. La transformation dans la salle était électrique, comme si on regardait des gens se réveiller d'un cauchemar collectif. Tommy Bulldog Martinez s'avança, mais pas pour aider Rex. Au lieu de cela, il repoussa le couteau tombé plus loin. « Reste à terre, Rex, » dit-il doucement. « Tu as perdu. » D'autres clients trouvèrent du courage dans l'exemple de Maya. Le vétéran des marines du coin se leva, puis un autre, puis une jeune femme dont le frère servait outre-mer. Bientôt, 30 personnes furent debout, formant un mur protecteur entre Maya et les Steel Wolves restants. « C'est notre bar, » dit Murphy d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Et elle est des nôtres. » Les motards se regardèrent, confus et en infériorité numérique, leurs habituelles tactiques d'intimidation inefficaces face à une communauté qui avait trouvé son courage. Rex luttait contre l'emprise de Mia, lançant des insultes, mais elle maintint le contrôle avec un minimum de force. Suffisamment pour la maîtriser, pas assez pour la blesser. La police arriva en force.
Quelqu'un avait appelé pendant la bagarre et l'inspectrice Sarah Kim entra avec 4 agents en uniforme, la main sur son arme de service. Elle montait un dossier contre les Steel Wolves depuis 18 mois, mais les témoins se rétractaient toujours, trop effrayés pour témoigner. Ce soir, c'était différent. Il a pointé un couteau sur elle, dit Murphy immédiatement. Nous l'avons tous vu. La tendance à l'accord était bouleversante. Il extorque des entreprises depuis des années, ajouta le vétéran des marines. 500 $ par mois à Murphy, plus aux autres. Tommy Bulldog Martinez s'avança et les yeux de Rex s'écarquillèrent de trahison. J'en ai fini avec ça, annonça Tommy. Inspecteur Kim, je vais tout vous dire. Les trafics de drogue, le racket de protection, où nous gardons les comptes, tout. Le silence qui suivit fut assourdissant. Espèce de rat. Rex siffla en s'éloignant du sol, mais Tommy secoua simplement la tête. Je t'ai suivi parce que je te croyais fort. Mais il fit un geste vers Maya qui aidait Murphy à s'asseoir. Elle m'a montré ce qu'est la vraie force. Il ne s'agit pas de blesser des gens plus faibles que soi. Il s'agit de les protéger même quand cela vous coûte tout. 2 autres membres des Steel Wolves hochèrent la tête en s'éloignant de leur moto. Nous sommes dehors aussi. La caméra corporelle de l'inspecteur qui m'a tout filmé pendant que les témoins faisaient leur déposition. Les images de sécurité du système de Murphy ont montré l'agression de Rex. L'attaque au couteau et la réaction mesurée de Mia. Combiné aux accusations de crime haineux pour les insultes raciales, Rex risquait une peine de prison sévère. L'argent de sa famille pouvait lui permettre d'acheter de bons avocats, mais il ne pouvait effacer les preuves vidéo ni les 30 témoins dont les témoignages correspondaient. L'affaire a explosé sur les réseaux sociaux en quelques heures. La plaque d'identification d'une vétérane de la Delta Force, défendue par un motard raciste, est devenue virale, partagée par des groupes militaires, des organisations de femmes et des défenseurs des droits civiques. Les équipes de presse sont apparues le lendemain matin, mais Maya ne se cachait plus. Elle se tenait devant la Murphy's Tavern, vêtue d'un débardeur, son tatouage visible aux yeux du monde entier, et disait la vérité devant les micros. Pendant 6 mois, j'ai essayé de cacher qui j'étais, pensant que mes cicatrices me rendaient faible. Mais la vraie force ne consiste pas à se cacher. Il s'agit de défendre ce qui est juste, même les mains tremblantes. L'extrait de l'interview a été visionné 10 millions de fois en 3 jours. Les dons ont afflué pour la Murphy's Tavern. Les organisations d'anciens combattants ont tendu la main. Maya était devenue ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, un symbole de résilience. Mais quelle vie change le plus lorsque la vérité éclate? Parfois, ce ne sont pas ceux qu'on imagine. 3 mois plus tard, Rex Morrison était en prison fédérale. Son empire s'effondrait. Sa famille le reniait. Les Steel Wolves s'étaient dissous. Leurs membres avaient été arrêtés ou dispersés. Tommy Martinez avait ouvert un garage automobile qui embauchait exclusivement des vétérans, offrant une seconde chance à ceux qui avaient servi. Mais la plus grande transformation s'est produite à la Murphy's Tavern. Ce qui n'était qu'un bar délabré est devenu un lieu de rassemblement pour les vétérans souffrant de TSPT. Maya animait des groupes de soutien hebdomadaires, partageant son histoire pour aider les autres à affronter leurs démons. Je pensais me protéger en me cachant, a-t-elle confié au groupe un jeudi soir. Mais l'isolement n'est pas synonyme de sécurité. C'est juste une autre forme de prison. Murphy s'était complètement rétabli et avait légalement nommé Maya associée au barreau. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé.
Les répercussions se sont propagées au-delà de leur petite ville. L'histoire de Mia a inspiré d'autres vétérans à demander de l'aide au lieu de se cacher. Les femmes vétérans, en particulier, ont tendu la main, affirmant que sa visibilité les aidait à se sentir moins seules. Elle a témoigné devant une commission du Congrès sur les difficultés particulières auxquelles sont confrontées les femmes vétérans. Elle a consulté le département des anciens combattants pour améliorer les programmes de traitement du SSPT. Mais surtout, elle a continué à tenir le bar chez Murphy S., car parfois, le plus grand geste est simplement d'être présent. Malgré les cicatrices. Chaque fois que j'enfilais ce débardeur et que je montrais mon tatouage, elle le disait à un documentariste. Je dis à tous les vétérans en difficulté qu'il est normal d'être blessé. Il est normal d'avoir besoin d'aide. Ce qui n'est pas normal, c'est d'abandonner. Son téléphone vibrait sans cesse. Ancien combattant en crise, demande des médias, conférences, mais elle trouvait toujours du temps pour les guerriers brisés qui se présentaient à la porte de Murphy. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé. Et Maya Thompson se tenait derrière le bar de la Murphy S Taverne. Mais elle était méconnaissable par rapport à la femme qui s'était cachée en silence dans ses manches longues. Elle portait un débardeur noir qui affichait fièrement son tatouage Delta Force, ses mouvements assurés alors qu'elle préparait des boissons pour la foule du jeudi soir. Le bar lui-même avait également changé. Nouvelle peinture, mobilier modernisé et un mur d'honneur affichant des photos d'anciens combattants locaux. Murphy travaillait à ses côtés, leur partenariat étant désormais officiel, la traitant comme la fille qu'il n'avait jamais eue. La clientèle habituelle était passée de buveurs en quête d'évasion à une communauté en quête de liens. Des vétérans, leurs familles et leurs sympathisants occupaient les tables où des voyous comptaient autrefois l'argent des extorsions. Maya sourit vraiment, en servant un groupe de vétéranes qui avaient fait 2 heures de route pour la rencontrer. La sonnette au-dessus de la porte sonna, et une jeune femme asiatique entra, ses gestes évoquant une allure militaire malgré ses vêtements civils. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, scrutant les sorties et comptant les occupants, des habitudes que Maya reconnaissait intimement. La femme avait peut-être 25 ans, avec ce regard millénaire qui lui vient de trop voir trop jeune. Elle s'approcha du bar d'un pas prudent, comme quelqu'un qui navigue dans un champ de mine, les mains visibles, non menaçantes. « Excusez-moi. » Sa voix couvrait à peine le doux son du rock classique. « Êtes-vous le sergent Thompson ?» Maya posa le verre qu'elle polissait, accordant toute son attention à la femme. « Moi. Et vous n'avez plus besoin de m'appeler sergent, juste Maya. » Le soulagement qui inonda le visage de la jeune femme était déchirant. « Je suis Jessica Chen, infirmier militaire. De retour de Syrie il y a 2 mois, Jessica a raconté son histoire en fragments. L'embuscade du convoi, les soldats qu'elle n'a pas pu sauver, les cauchemars qui l'empêchaient de dormir. J'ai vu ton histoire en ligne, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Ma mère m'a envoyé l'article. Je suis assise dans ma voiture dehors depuis 1 heure, essayant de trouver le courage d'entrer. Mia a contourné le bar et a guidé Jessica vers un box tranquille dans un coin. Il y a 6 mois, je me cachais de mon ombre, a dit Maya, assise en face d'elle. Je pensais que mes cicatrices me rendaient faible. Les montrer signifiait que j'avais échoué. Elle a retroussé sa manche, révélant des cicatrices d'éclats d'obus le long de son avant-bras. Mais ce ne sont pas des signes d'échec. C'est la preuve de bataille surmontée. Jessica a inconsciemment tracé ses propres cicatrices cachées. Je ne peux m'empêcher de voir leurs visages, ceux de ceux qui n'ont pas survécu. Maya a tendu la main par-dessus la table, guerrière à guerrière. Ils ne nous quittent jamais,
mais nous les honorons en vivant, en aidant ceux qui mènent les mêmes combats. Murphy est apparu avec 2 tasses de café. Il savait toujours quand une conversation avait plus besoin de caféine que d'alcool. Le vétéran a hoché la tête à Jessica avec compréhension avant de retourner au bar. « Vous savez ce que j'ai appris ?» Maya a continué, « La force ne consiste pas à cacher ses blessures. Il s'agit de les partager pour que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Elle fit un geste autour du bar où plusieurs groupes discutaient. La moitié de ces personnes sont des vétérans ou des membres de leur famille. Nous avons créé quelque chose ici, un endroit où l'on n'a pas à faire semblant d'aller bien. Les épaules de Jessica se détendirent légèrement. Ma famille ne comprend pas. Ils veulent retrouver l'ancienne moi, mais elle est morte dans ce désert. La réponse de Maya portait le poids d'une dure sagesse. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut avancer, et on n'est pas obligé de le faire seul. Vous êtes-vous déjà demandé si partager vos moments les plus sombres pouvait devenir votre plus grande force? Maya Thompson a trouvé cette réponse, et maintenant elle la transmettait. La transformation de la Murphy's Tavern avait attiré l'attention nationale. Ce qui avait commencé par le refus d'une femme de laisser un tyran gagner, était devenu un mouvement. Ils organisaient désormais des groupes de soutien hebdomadaires, des salons de l'emploi pour les vétérans et des séances de thérapie familiale. Le modèle était reproduit dans 12 autres villes, Maya consultant par visioconférence. Tommy Martinez s'arrêtait souvent dans son propre garage, qui comptait 15 employés vétérans. « Tu m'as sauvé la vie cette nuit-là, » dit-il un jour à Maya, non pas à cause de Rex, mais de ce que j'étais en train de devenir. Même certains anciens membres des Steelwolves avaient trouvé la rédemption grâce au service communautaire. Mais les changements les plus profonds résidaient dans les petits moments. Les vétérans apprenant à dormir sans cauchemar. Les familles renouant des liens. Les survivants devenant des mentors. L'inspectrice Sarah qui m'entra dans le bar, mais plus pour des raisons officielles. Elle était devenue une habituée, membre de la famille élargie que Murphy avait créée. « Maya, j'ai des nouvelles », annonça-t-elle, incapable de contenir son sourire. Le ministère des anciens combattants approuva la subvention. Le modèle Murphy devient national. Le bar explosa d'acclamations. Maya sentit la main burinée de Murphy sur son épaule, ferme et fière. Par un petit acte de courage, qui me poursuivit, tu as créé un mouvement national. Ils te veulent comme coordinatrice nationale. Jessica, qui écoutait attentivement, regarda Mia avec admiration. Tu as fait tout ça. Mia secoua la tête. On l'a tous fait. Chaque personne qui se lève au lieu de se cacher, qui partage son histoire au lieu de souffrir seule, tous en font partie. La célébration fut interrompue par le bourdonnement du téléphone de Mia. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, un numéro de Washington. Maya Thompson, ici la sénatrice Patricia Williams. Nous aimerions que vous témoigniez devant la Commission des Forces armées au sujet de l'amélioration des services de santé mentale des vétérans. La main de Mia tremblait légèrement. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais sa voix était ferme. Je serai là. En raccrochant, Murphy porta un toast à Maya Thompson, qui nous a montré que la vraie force vient de l'affrontement de ces démons, et non de leur fuite. Des verres se levèrent dans tout le bar, mais l'esprit de Mia était déjà tourné vers l'avenir. Des milliers de vétérans se cachaient encore, souffrant encore en silence. Sa guerre n'était pas terminée. Elle avait juste changé de champ de bataille. 6 semaines plus tard, Maya se tenait devant le Congrès, son tatouage visible sous son blazer professionnel. Chaque jour, 22 vétérans se suicident,
témoigna TL. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils se battent seuls. Nous pouvons changer cela. Ces paroles portaient l'empreinte de leur vécu. Derrière elle était assis Murphy, Jessica, Tommy et une douzaine d'autres vétérans dont la vie avait été transformée. Le comité écoutait avec une attention rare Maya présenter un programme national basé sur la taverne de Murphy, des espaces sûrs au sein des communautés où les vétérans se réunissaient déjà. Nous n'avons pas besoin de plus d'études ou de statistiques. Nous avons besoin de connexion, de compréhension et du courage de montrer nos cicatrices. La proposition a été adoptée à l'unanimité. En rentrant chez elle, Maya repensa au chemin parcouru depuis la nuit où Rex a déchiré sa chemise jusqu'à ce moment. La femme qui s'était cachée dans ses manches longues avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que la vulnérabilité pouvait être la force ultime. La taverne de Murphy avait encore besoin d'elle le jeudi soir, et cela comptait autant que n'importe quel témoignage au congrès. Car le changement se produisait une personne à la fois, une histoire à la fois, un moment de courage s'enrichissant d'un autre. Jessica co-animait désormais des groupes de soutien, transmettant ce qu'elle avait reçu. De nouveaux visages apparaissaient chaque semaine, des hommes et des femmes portant des blessures invisibles, en quête d'espoir. Et ils la trouvèrent dans l'endroit le plus improbable, un bar de banlieue où le tatouage d'une femme avait autrefois arrêté le temps. L'image finale était d'une simplicité parfaite. Maya derrière le bar, tatouage visible, entourée de ceux qu'elle avait aidés et qui aidaient maintenant les autres. Au-dessus de la porte, une nouvelle enseigne. La taverne Murphy, vétéran bienvenu, espace sûr. Personne ne se bat seul. Car parfois, les révolutions les plus puissantes ne naissent pas d'armée ou de gouvernement, mais d'une personne qui refuse de cacher sa vérité. Le téléphone de Maya vibra de nouveau. Un autre vétéran en crise. Une autre occasion de transformer la douleur en but. Elle répondit sans hésiter. « Voici Maya. Tu n'es pas seule. Parlons. » Le cycle continuait. Chaque acte de courage créait des ondes qui toucheraient des vies pendant des générations. La vraie force, avait-elle appris, ne résidait pas dans les batailles gagnées, mais dans les guerriers que l'on aidait à trouver leur voie.